quand on parlait justement des échecs ou des succès, Oui. je pense que 80% des recrutements sont des échecs. Guillaume Richard est mon invité aujourd'hui, cofondateur et CEO du groupe WeCare, qui regroupe des entreprises comme O2, Nounou Expert et bien d'autres. Ils sont les leaders du service à la personne en France. Le groupe emploie aujourd'hui 20 000 collaborateurs. Dans cet échange, vous allez découvrir un visionnaire qui ambitionne de devenir le leader mondial dans son domaine. Vous allez apprendre comment on passe d'une petite structure à un empire, mais aussi l'importance de l'ambition, la gestion de la relation avec ses associés à chaque étape, mais aussi les paliers de la croissance. Alors bonjour Guillaume. Bonjour. Alors pour commencer cet échange, j'aimerais te faire réagir sur une citation que j'ai sélectionnée pour toi. Le succès est un mauvais professeur, il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. C'est de Bill Gates. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ce que ça m'évoque, c'est que l'entrepreneur n'avance souvent que grâce à ses échecs. Parce qu'en fait, ce sont les échecs qui nous façonnent et qui nous permettent de réagir et d'améliorer nos process et nos façons de travailler. Et une des valeurs du groupe que j'ai créé, c'est l'excellence. Et l'excellence, c'est à la fois la vanité de vouloir être le meilleur, mais c'est surtout et avant tout l'humilité de reconnaître qu'on a des marges de progression. Très importantes. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement important dans cette volonté d'excellence, c'est la volonté d'améliorer en permanence. Et on peut s'améliorer que si on accepte de reconnaître qu'on a des marges de progression, que si on accepte qu'on a des faiblesses, et que si on met en place un système qui permet à nos collaborateurs, à nos clients, à nos partenaires, de remonter ces points d'insatisfaction, ces points de mauvais fonctionnement, et qu'on soit en permanence dans la recherche de l'amélioration. Et c'est ça, effectivement, qui nous permet de progresser. Ce n'est pas le succès qui nous permet de progresser. Le succès, c'est juste la capacité que l'on aura eue à corriger toutes les erreurs et tous les échecs que l'on a subis auparavant. Mais il y a quand même des paliers. J'imagine à des moments, tu t'es dit, wow, là, on a atteint quelque chose. Et du coup, peut-être tu t'es dit, tiens, on va se lancer dans un nouvel élément. Bon, voilà, on a réussi, on a peut-être des moyens, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, on se lance dans autre chose. Moi, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont été un peu des mentors, qui ont eu des grands groupes, qui me disaient les échecs souvent qu'on a eus, c'est quand on était trop en confiance. On avait réussi et on se lançait dans une nouvelle aventure, on ouvrait une nouvelle branche et on n'avait pas la même vigilance qu'on aurait eu au début. Alors, la façon dont on fonctionne dans le groupe, c'est pas exactement... Vous arrivez à garder cette tension? Oui, mais alors on accepte qu'on puisse avoir des projets qui soient des échecs. Ouais. Et en fait, on a un groupe qui est très entrepreneurial, avec énormément d'autonomie, avec aujourd'hui une grosse dizaine de marques qui sont autant d'entreprises différentes. Et il y en a certaines qui réussissent très bien, d'autres qui réussissent moins bien. Mais celles qui réussissent pas très bien, c'est pas parce qu'il y avait un excès de confiance. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas assez bien travaillé le business model, parce qu'on n'a pas, surtout un problème de personne. C'est très souvent un problème de personne. On est vraiment dans des business de l'humain. Ah ouais. Et l'impact des gens est extrêmement important. Donc toi, tu dois être un bon analyseur, scruteur de personnes. Non? Pour recruter des gens. Alors, quand on parlait justement des échecs ou des succès, je pense que 80% des recrutements sont des échecs. En tout cas, moi, c'est la science la plus inexacte au monde, c'est le recrutement. C'est très compliqué de trouver les bonnes personnes. Et puis après, il y a un autre point, c'est que il y a plein de gens qui sont très bons, mais qui sont très bons dans un contexte particulier. Et qu'il ne faut pas hésiter, quand l'entreprise change de dimension ou quand les enjeux sont différents, de changer les personnes. Et ça, c'était quelque chose qu'on s'est dit très tôt. On était 3 associés principaux. En 2005, on s'est dit, on faisait 250 000 € de chiffre d'affaires, le numéro 1 mondial faisait 3,5 milliards de dollars. Et on s'est dit, notre objectif, c'est de devenir numéro 1 mondial. Ok. On s'est donné 30 ans pour ça. Ok. 10 ans pour être numéro 1 en France, 20 ans pour être numéro 1 en Europe, 30 ans pour être numéro 1 dans le monde. Hyper précis. Voilà, c'était
à l'époque où une philosophe des temps modernes, Amel Bent, nous disait « viser la Lune, ça ne me fait pas peur ». Donc on s'est dit « ok, on fait 250 millions, le numéro 1 mondial fait 3,5 milliards de dollars, on va aller battre le numéro 1 mondial, mais on se donne 30 ans pour ça ». Et à partir du moment où on s'est donné ça comme ambition, avec mes 2 associés, on s'est dit « bon bah, on a une ambition qui est un truc de dingue. Ouais. Obligatoirement, si on est numéro 1 mondial, plus de 3,5 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'on aura au moins 200-300 000 collaborateurs. Et aujourd'hui, on en a 20. Est-ce qu'on sera capable d'être les bonnes personnes? Est-ce qu'on sera capable d'être les bonnes personnes? Nos métiers vont fondamentalement changer. Au départ, tu es tout seul. Puis après, tu es 2, tu apprends à partager. Tu es 10, tu apprends à déléguer. Tu es 100, tu apprends à diviser. Tu es 1000, tu apprends à organiser. Tu es 10 000. Ton métier, il a fondamentalement changé. Tu es passé d'un métier d'homme orchestre, où tu jouais de la cymbale en tapant des claquettes, en faisant du je sais pas quoi en même temps, etc., de l'harmonica, à un métier d'homme orchestre, de chef d'orchestre, pardon. Homme orchestre à chef d'orchestre. Les compétences qui sont nécessaires ne sont pas du tout les mêmes. Et au-delà des compétences, il y a aussi l'appétence qui change. Est-ce que j'aurai la volonté, l'envie, le plaisir de faire un métier qui aura fondamentalement changé? C'est passionnant, Et donc, quand on était tous les 3, on s'est dit, voilà, compte tenu de l'évolution qu'on veut pour notre groupe, il est très peu probable que nous soyons les bonnes personnes tout au long de l'aventure de l'entreprise. Et c'est pas parce qu'on est les 3 fondateurs que nous devrons rester dans cette entreprise. Parce qu'à un moment ou à un autre, on n'aura plus forcément ni l'envie, ni la passion, ni le plaisir dans notre métier qui aura changé. Et on n'aura pas forcément les compétences. Et de toute façon, si on n'a pas l'appétence, de façon certaine, on n'aura pas les compétences. Et là, aujourd'hui... Et donc, il faudra qu'on soit capable, chacun, de se le dire, de l'entendre, et d'en tirer toutes les conséquences. Et ça, c'est valable pour nous. Et 5 ans après, donc on était en 2005, en 2010, il y a un de mes associés qui est parti. Lui, c'était... David, c'est quelqu'un qui... tu le mets dans une pièce, il ne connaît personne. 2 heures après, il claque la bise à tout le monde. Il a une capacité, une faculté à rentrer, et pareil, il a un esprit pionnier qui est absolument incroyable. Et donc, dans les premiers temps de l'entreprise, David était phénoménal. Mais à un moment, quand il a fallu structurer, organiser, etc., c'était pas ça. Tu as très certainement déjà vu des westerns où on parlait de la vie sauvage là-bas, puis quand les routes sont venues, quand le chemin de fer est venu, quand la civilisation est arrivée, ils sont repartis encore plus loin dans le Wild Wild West parce que c'était plus qu'il est... David, c'était pareil. Et quand ça s'est structuré, organisé, il est devenu malheureux. Et donc, on a organisé sa sortie. Et mon deuxième associé, c'était le directeur informatique, et c'est quelqu'un qui est absolument brillantissime, qui est un développeur informatique incroyable, ultra talentueux, très très compétent, un super chef de projet. Et par contre, quand il a fallu devenir DSI d'une entreprise avec, où on va chercher les meilleures briques du marché, où on arrête d'être dans du codage avec des trucs avec des bouts de ficelle, de façon MacGyver, c'était plus le truc qui le faisait kiffer. C'était plus ça qui le faisait kiffer. Pour t'expliquer un peu cet associé, toi tu dois refaire un portail, le portail de chez toi. Bah, tu fais comme quasiment tout le monde, tu appelles un artisan. Bah oui. Au pire, tu es super bricoleur, tu as un machin en kit. Voilà. Lui, il a dessiné son truc intellectuellement, il l'a dessiné, il l'a conçu, il a été acheter des tôles, il les a découpées avec, il a loué des machins pour découper, les fers à souder, etc. Il a soudé tous ces trucs, il a calculé les forces, les poids nécessaires, etc., le système électrique, il a tout conçu. Et ça l'a fait kiffer. Parce que il est un esprit ingénieur qui aime concevoir et réaliser. Et assembler des trucs que tu déjà fait, ça n'amuse pas. Et donc, bah, voilà, et donc en 2015, on est arrivé à la conclusion qu'il ne s'éclatait plus et que la meilleure solution, c'était qu'il parte de l'entreprise aussi. Et potentiellement, c'est aussi quelque chose qui peut m'arriver parce que aujourd'hui, le groupe, il est surtout en France et un peu en Europe. Demain,
le patron de ce groupe, il sera peut-être le lundi en France, mais le mardi, il sera peut-être en UK, le mercredi, il sera aux États-Unis, le jeudi, il sera au Japon et le vendredi, il sera en Afrique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui me fait rêver? Pour l'instant, non. Mais ça peut évoluer. Est-ce que j'en ai les compétences? Aujourd'hui, de façon très claire, non. Peut-être que je les aurai. Mais voilà, il y a des vraies questions qui sont derrière. Et se dire que quand on prend le chemin de la croissance, et quand on est à la tête d'une entreprise de croissance, il faut se poser ces questions. Qu'est-ce qui est le plus important? Mon confort personnel ou le projet d'entreprise? Est-ce que j'emmène les gens? Et si c'est le projet d'entreprise, et là où je vais emmener des gens qui viennent pour ce projet d'entreprise, il faut se dire, à un moment ou à un autre, soit soi-même, soit nos collaborateurs ne seront plus les bonnes personnes pour emmener l'entreprise, parce que ils n'en auront pas forcément les caractéristiques, les compétences, l'appétence. Et donc, par exemple, j'ai déjà changé 3 fois mon comité de direction pour la plus grosse des entreprises du groupe, qui est O2. Il y a eu un comité de direction pour faire de 0 à 30 millions, un autre comité de direction qui a fait 30 millions à 150 millions, et là, un troisième comité de direction pour faire de 150 à 1 milliard ou plus. Et donc, voilà, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est super important, c'est de se dire que l'on n'est pas forcément nous-mêmes ou nos collaborateurs adaptés à toutes les phases de croissance de l'entreprise, et accepter cela, l'intégrer, et puis gérer ça de façon extrêmement positive, parce que mes 2 associés, ils ne sont pas devenus du jour au lendemain mauvais. Pas du tout. Ils sont toujours excellentissimes dans leur domaine, mais qui n'étaient plus... C'est plus la même réalité. Qui n'était plus celui de l'entreprise, absolument. Ça me parle énormément, là je bois tes paroles, parce que, alors c'est à petite échelle, on est passé en l'espace d'1 an et demi de 20 à 60, et mon métier en tant que CEO, il est en train de complètement changer, et ça m'interroge, ça n'a rien à voir, et on est justement dans cette phase de croissance où les enjeux sont différents, les clients sont différents, les attentes, et du coup, je vois certaines personnes, je me dis, là en fait, ils ne sont peut-être pas forcément au niveau, mais c'est des gens qui ont été très bons avant, et c'est extrêmement dur. Je me dis, est-ce que je veux être ce patron qui met le projet avant tout? Parfois, c'est dur de dire à quelqu'un, tu étais parfait jusqu'à présent, mais pour la prochaine aventure, je pense pas. Ça a dû être très dur pour toi, non? Ou tu fais un autre job au sein du groupe, voilà. Ou tu fais un autre job au sein de l'entreprise, ou je te crée une entité dans laquelle tu vas pouvoir t'éclater, ce qui est parfois possible. Donc en fait, celui qui était très bon très bon réalisateur et qui demain doit devenir manager, est-ce que tu es obligé de le faire monter en tant que manager? Est-ce qu'il ne peut pas rester réalisateur sur les trucs sur lesquels il s'éclate? Et donc c'est ça aussi, et c'est un échange à avoir avec les uns et les autres. Mais là où tu as complètement raison, c'est que l'ennemi numéro 1 de la croissance d'une entreprise, c'est le chef d'entreprise. Parce qu'à un moment, tu atteins ton niveau d'incompétence ou d'inconfort ou un domaine dans lequel tu n'as pas forcément envie d'aller. Et donc tu dis, je stoppe là parce que là, pour l'instant, je m'éclate. La boîte, elle a une taille qui me satisfait. Ce que je fais, ça me plaît. Et j'ai pas besoin de continuer à grandir. Et le Guillaume du début et le Guillaume de maintenant, en quoi il est différent? Est-ce que tu as l'impression d'avoir bougé depuis le début? Obligatoirement. Et ce serait quoi si tu devais, à des entrepreneurs comme nous qui se projetons dans une aventure ambitieuse, on dit, ça ressemblera à quoi si je vais là-bas? En quoi je vais devoir me transformer? En fait, c'est ce que je viens de te dire, je pense, qui est le plus important. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as une ambition, déjà, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas un seul champion qui a été champion par hasard. Tu n'as jamais entendu un champion olympique te dire « J'ai eu un de ces bols, mais alors ?» Jamais, pas un. Ils te diront tous, voilà, c'était l'objectif ultime que je m'étais fixé. J'ai fait un nombre de sacrifices, vous ne pouvez même pas imaginer. Et j'étais focus sur cet objectif. Et j'avais assisté il y a quelques années à une conférence d'Edgar Gros-Piron qui était super intéressante à ce niveau-là, où il nous explique que 1 an avant les JO, le directeur technique national rassemble ceux qui font du ski de boss et qui ont gagné une compétition, qui ont fait un podium dans les 12 derniers mois. Il leur dit, les gars, vous êtes une vingtaine, j'ai que 4 places, expliquez-moi pourquoi vous devez venir, pourquoi je dois vous prendre dans l'équipe des Jeux Olympiques. Le premier qui commence,
Voilà, moi j'ai 32 ans, c'est la dernière fois que je peux faire les Jeux Olympiques, donc il faut vraiment que je participe. En plus, j'adore les Jeux Olympiques, je lance un Raging Très bien, deuxième. Moi, au contraire, j'ai 18 ans, je peux attendre les prochains, donc je laisse ma place aux plus vieux. Les gars, allez-y, défendez l'honneur de la France. Et bon, ça continue, les uns les autres exposent leur truc. Puis à un moment, il y a un mec un peu gonflé qui dit coach, il faut que vous me preniez parce que moi, dans un bon jour, je pense que je peux faire un podium. Wow. Ça continue, les uns les autres s'expriment. Puis après, il y en a un autre qui fait encore plus gonflé, qui dit coach, il faut que vous me preniez parce que moi, je pense que dans un bon jour, je peux faire premier. Et puis ça continue. Et le dernier à s'exprimer, c'est Gros Piron qui dit coach, de toute façon, j'ai déjà vous simplifié la tâche, vous n'avez plus que 3 places parce que la médaille d'or, elle est pour moi et je suis dans l'équipe. Et ça peut paraître incroyablement vaniteux. Et ça l'est un peu. Mais à partir du moment où il s'était dit ça, à partir du moment où il avait affiché ça, il était obligé de tout faire pour y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il était obligé d'y arriver, mais il devait tout faire pour y arriver. Résultat, il termine, lui, champion olympique. Celui qui a dit, dans un bon jour, je peux accrocher la médaille d'or, il termine 2e. Celui qui dit, dans un bon jour, je peux accrocher un podium, il termine 4e. Incroyable. Mais c'est un peu comme toi, quand tu as dit, on va être les numéros 1. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais on se donne les moyens d'eux. C'est ça. Et c'est-à-dire que tous les éléments de réflexion de l'entreprise, on s'est donné un objectif à 30 ans, avec 2 étapes intermédiaires à 10 et 20 ans. On s'est donné ces objectifs, et comme on a ces objectifs en tête, et que ces objectifs sont partagés avec 100% de l'entreprise, mais aussi avec l'extérieur, parce que c'est quelque chose que j'affiche dans la presse depuis 2005. Bah oui. 2005, mais la pression, quand je fais 250 000 € de chiffre d'affaires et que j'annonce que notre objectif, c'est de devenir un numéro 1 mondial, autant dire que je passe pour le rigolo de service. Mais, tranquillement. En fait, on se donne cet objectif. On a ça en tête. Et donc, ça veut dire que tu structures l'entreprise par rapport à cet objectif. C'est-à-dire que tu vas chercher les financements pour, que tu vas chercher les gens pour, que tu as une réflexion qui est une réflexion de long terme et pas une réflexion de court terme. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de faire de la très forte rentabilité à court terme, parce qu'en fait, ton objectif, c'est d'aller sur le long terme. Donc, en fait, tu vas piloter entre du court, du moyen et du long terme à chaque fois, en ayant un portefeuille de marque, en ayant un portefeuille d'actions qui te permettent d'avoir des choses qui vont être rentables tout de suite, des choses qui vont être rentables demain, etc. etc. Et donc, toute ton énergie, toutes tes actions sont orientées vers cet objectif. Et ça, c'est ce que tu t'es fixé. Et quand tu as, pour moi, le secret numéro 1 de n'importe quelle entreprise, c'est ça, c'est se fixer son objectif. Et ton objectif n'est pas de devenir numéro 1 mondial, c'est le nôtre, mais il peut aussi d'être numéro 1 départemental, régional, national, local. Ton objectif, il peut être juste de t'éclater dans ton métier en étant un artisan seul, parce qu'en fait, tu sais que c'est ce qui t'éclate, c'est juste de faire tout seul ton petit truc à toi. Et en fait, il faut savoir ce qui te motive et ce qui va t'emmener et dessiner ton projet d'entreprise et après le partager et mettre tout en œuvre pour y arriver. Et tout en œuvre pour y arriver, si tu es dans un projet de croissance et d'hyper-croissance, eh ben, ça veut dire bien comprendre que quand tu fais ça, eh ben, ça veut dire potentiellement devoir te séparer de toi-même pour le bien de l'entreprise. C'est un défi. Puis là, tu dis que tes 2 associés, est-ce que tu continues à dire « on », mais eux ne sont plus dans l'aventure? Non. Est-ce que toi, ça t'a pas un peu... ça a dû te faire quelque chose quand même, de dire, ben voilà, on l'a créé ensemble, ça a dû être vraiment en mode brotherhood, on y va, on gagne, puis on a rêvé ensemble, puis d'un coup, je suis plus que le seul à rêver pour ça. Mais c'est pas que les associés, parce que c'était mes associés, mais il y a aussi toutes les personnes du départ. Et les collaborateurs, ils sont aussi super importants. Bah oui. Et c'est toujours un déchirement de voir un collaborateur qui était là dans les débuts et qui s'en va. Bah oui. C'est toujours un déchirement. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux pour les gens qui t'apprécient? Tu veux qu'ils soient heureux et tu veux qu'ils s'épanouissent dans leur boulot. Et est-ce que tu as réussi à garder ce type de management et de focus en tant qu'entrepreneur? Est-ce que les relations après, tu arrives à garder quand même des relations où les gens elles sont trop dégoûtés à la fin en disant eux, ils sont tellement focus sur l'entreprise, moi j'étais plus au niveau, ils m'ont mis dehors. Mais alors, parce que moi, c'est une crainte que j'ai. Si je te partage ça. Tu vois, je t'ai dit que j'ai changé 3 fois mon comité de direction. Je viens de me séparer de mes associés. Sur une
trentaine de personnes qui étaient cadres très dirigeants, cadres très sup, associés. Ils sont quasiment tous restés mes potes. Ok. Donc, Il y a une seule personne à qui ça s'est mal passé. Ok. Une seule. Donc c'est quoi le secret pour ça? C'est juste d'être humain et normal et reconnaître les compétences des uns et des autres. Mes associés, c'est ce que je te disais il y a quelques minutes, mes associés ne sont pas devenus mauvais. Juste les plus adaptés. Ils sont encore excellentissimes, mais excellentissimes dans un type, une phase. Et ça, c'est... Et s'éclater plus. Et en fait, quand tu fais le constat avec eux, et le constat, il est toi, par exemple, avec Renaud, qui était le DSI, Renaud, c'est un mec qui est incroyable. Mais il prenait plus son pied. Il n'est pas devenu mauvais. Il prenait juste plus son pied, c'était plus son truc. Et moi, demain, si je pars, parce que je ne serai plus la bonne personne, je ne serais pas devenu mauvais du jour au lendemain. J'aurais réussi, à minima, monter de la boîte de 0 à 350 millions d'euros. Donc, c'est déjà pas si mal. C'est excellent. Donc, tu vois, je ne serais pas devenu mauvais. Et donc, à partir du moment où tu considères les gens, que tu les respectes, et que tu... C'est pas parce que tu dois te séparer de quelqu'un qu'il est devenu complètement mauvais. C'est comme dans une relation affectueuse ou amoureuse. Quand tu te sépares de la personne, elle n'est pas devenue nulle du jour au lendemain. Tu n'as pas été amoureux pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de la même personne. Et elle n'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. J'aimerais switcher sur un autre sujet qui m'interroge énormément. Dans le cadre d'une boîte, surtout comme la tienne, où tu as des gens, tu as tout type de salaire, donc des métiers avec des bas salaires et j'imagine des financiers ou des métiers plus élevés. Comment tu fais pour gérer cette tension parfois dans des équipes où tu vas avoir forcément quelqu'un qui a un certain type de métier, ne va pas être payé, parfois il y a des gros décalages de salaire. Comment tu gardes une harmonie malgré tout dans une boîte et tu ne crées pas de tension? Il y a forcément, j'imagine, des tensions. Moi, c'est un vrai challenge parce que la boîte grandit, donc il y a des métiers différents. Il y en a qui viennent, qui ont des grosses compétences, qui viennent avec des salaires élevés, et puis d'autres qui sont là avec des salaires plus bas. Et puis en même temps, je sens la tension parce que c'est une ambiance de boîte qui partage, qui échange. Et je me sens... Alors là, c'est moi, en tant qu'entrepreneur, je me sens mal. Je me dis, ah, mais le pauvre... Oui, mais en même temps, il est déjà mieux payé que le reste du marché. Mais voilà. Comment toi, tu gères ça si tu avais un conseil? En fait, ce sur quoi tu mets le doigt, c'est la différence de valeur économique des hommes. C'est pas parce que les hommes ont une valeur économique différente qu'ils ont une valeur humaine différente. Moi, par exemple, j'ai une valeur artistique catastrophique. Je suis super nul en chant, en art, en dessin, en machin, tout ce que tu veux, je suis nul. J'ai une valeur sportive extrêmement faible. J'ai le pied gauche et deux mains gauches. Moi, voilà. Et j'ai une valeur économique relativement forte. On a tous une place. Et quand tu considères les gens, et par ailleurs, tout le monde, quelle que soit la personne, tout le monde, on a tous la même valeur humaine. Et la vie, ta vie, ma vie, celle de n'importe lequel de nos collaborateurs, elle n'a pas plus de valeur, c'est une valeur humaine. Et donc, moi, je pense qu'il faut être très clair là-dessus, en disant on a tous des qualités, on a tous des compétences différentes. C'est un peu Arnold et Willy, il faut tout pour faire un monde. Vivre en société, c'est reconnaître qu'on a chacun des talents différents. On a chacun des talents différents. Certains ont des talents artistiques, certains ont des talents sportifs, certains ont des talents émotionnels, certains ont des talents, etc. Et donc, on a tous des talents différents et qui ont une valeur différente, et une valeur économique différente. Et ça, c'est quelque chose que le terme valeur économique qui se dit... Moi, je pense qu'il faut être clair avec tout le monde. Il faut assumer et dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'on les pense. Et si je verse un salaire supérieur à quelqu'un, je n'ai absolument aucun problème pour expliquer pourquoi il a un salaire supérieur. Et je pense qu'il faut l'assumer complètement. Et il ne faut pas cacher les choses. Et comment tu vis en ce moment aussi toute cette tension de la société en disant voilà, souvent les métiers qui sont si importants, ils ne sont pas assez bien payés et du coup ça crée une tension tu vois, ça crée une tension un peu dans la société. Tu dis bon, est-ce qu'il faut que je revoie la valeur économique, mais en même temps le business model il va être aussi en danger. Enfin, je trouve que c'est un sujet pas évident de dissocier la valeur de l'humain
à sa valeur économique, parce que la personne se sent importante, forcément. Tu as envie de lui dire que tu es important. Bien sûr. Oui, alors dans ce cas-là, paye-moi au niveau. Oui, non, mais non, c'est pas pareil. C'est important humainement, mais il n'y a pas de débat. Par contre, ta valeur économique, la valeur de ce que tu produis, c'est ce que les gens sont prêts à payer pour. Oui, c'est ça. Et donc, tu fais du ménage, les gens ne sont pas prêts à payer plus que, on va dire, 13 € après réduction d'impôt, ou au black, machin, etc. Enfin, voilà. Le coût net d'une heure, 13 €, voilà, ils ne sont pas prêts à payer plus. Ok. Donc, ils ne sont pas prêts à payer plus pour ce type de prestations. Après, c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a mis en place différents niveaux de prestations. On a par exemple, prenons l'exemple du ménage, on a les prestations classiques, confort, prestige et gouvernante. Et donc on a 4 niveaux différents qui correspondent à 4 niveaux de prestations différents avec un niveau de technicité, une rapidité, une efficacité. Et donc là-dessus, on valorise aussi le niveau de compétence de nos collaborateurs en disant plus vous avez un niveau de compétence élevé, plus vous êtes capable de produire une prestation à plus forte valeur ajoutée, plus derrière on est capable de facturer cette prestation. Tu leur donnes une perspective en fait. Je leur donne une perspective, je leur dis vous avez des possibilités d'évoluer au sein de votre métier et plus vous allez, et je leur montre comment en fait on crée de la valeur. Je leur dis moi si je suis capable de vendre plus cher votre prestation à mes clients, hop. Et puis j'ai plein de modèles économiques dans le groupe. J'ai le modèle économique du salariat classique avec un CDI qui t'apporte énormément de sécurité, énormément d'encadrement et sur lequel tu as un niveau de rémunération qui est un peu moins élevé, mais en contrepartie, tu as beaucoup plus de sécurité. Et puis, j'ai un modèle, par exemple, comme la Compagnie des Lavandières, qui est un modèle ménage avec une entreprise libérée. Je préfère dire entreprise libérante et responsabilisante, dans lequel il y a très peu de management. Et comme il y a très peu de management, parce que j'ai affaire à des collaborateurs qui sont beaucoup plus autonomes dans la pratique de leur métier et qui travaillent qui sont regroupés en petites équipes avec quelques collaborateurs qui ont des tâches un peu transverses, je suis capable de les rémunérer 20 à 25% de plus que le marché. D'accord. Mais ça correspond à des compétences d'autonomie de la part de ces collaborateurs qui permettent de ne pas avoir cet encadrement intermédiaire. Et puis j'ai d'autres modèles encore où je peux les avoir en salarié du particulier employeur, avec beaucoup plus de liberté, beaucoup moins d'encadrement, d'accompagnement, beaucoup moins de sécurité aussi, et plus de rémunération horaire. Et donc, en fait, c'est aussi un point de choix. Qu'est-ce que vous choisissez? Et puis, donc, qu'est-ce que vous choisissez dans le métier que vous voulez exercer? Comment est-ce que vous voulez l'exercer? Est-ce que vous voulez l'exercer en auto-entrepreneur, en salarié du particulier employeur, en salarié d'une entreprise libérante ou responsabilisante, en salarié classique d'une entreprise avec beaucoup d'encadrement? Et donc, vous choisissez, vous voulez plus de sécurité, vous voulez plus de liberté, vous voulez plus de rémunération, et vous faites votre propre mix. Et vous pouvez avoir un choix différent en fonction de votre situation personnelle dans le temps. Vous pouvez dire, voilà, j'ai envie d'avoir plus de sécurité parce que je veux fonder une famille, je veux avoir des bébés, donc je veux avoir un congé maternité avec une protection, machin, etc. Ok, salarié pur. Là, j'ai besoin de plus d'argent, je fais autre chose. Je peux même combiner soit des solutions différentes dans le temps, soit en même temps, en étant à mi-temps salarié avec énormément de protection et à mi-temps salarié avec moins de protection mais plus de rémunération. Donc tu as exploré plein de formats pour justement faire en sorte que avoir différentes propositions de valeur pour mes collaborateurs, avoir différentes propositions de valeur pour mes clients, parce que je ne crois pas en l'uniformité, je ne crois pas en l'égalitarisme, et donc je souhaite proposer différentes propositions de valeur à mes collaborateurs et à mes clients. C'est excellent. Et puis, pour les collaborateurs, au-delà de vous pouvez exercer votre métier de façon différente, vous avez aussi des perspectives, et c'est ce qu'on a appelé l'entreprise des possibles. On accompagne au maximum tous ceux qui le souhaitent dans leur évolution professionnelle. Parce qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Le taux horaire, on ne peut pas agir. Alors, néanmoins, on peut agir sur les conditions de travail de façon extrêmement importante, et puis aussi sur la qualité du planning, qui en fait a un impact beaucoup plus important que le taux horaire sur la rémunération mensuelle. Vous n'avez pas le temps de l'expliquer, mais globalement, quand vous avez un planning qui est super bien optimisé, vous gagnez beaucoup plus d'argent et vous avez beaucoup moins de frais parce que vous avez beaucoup moins de déplacements, vous avez beaucoup plus et un planning mieux rempli, mieux structuré. Et donc, à la fin du mois, vous gagnez beaucoup plus d'argent que si vous avez un taux horaire plus élevé. Mais, au-delà de ça, ce que je leur dis, c'est voilà, ces métiers
Et c'est un discours de vérité. Il faut tenir un discours de vérité. Et je pense que tout le monde est capable d'entendre un discours de vérité. Il faut arrêter avec les machins. Alors, le discours de vérité, c'est ce métier par rapport à ce type de service qu'on propose. Eh bien, dans le temps, hier, aujourd'hui, demain, il sera aux alentours du SMIC. SMIC plus 5, SMIC plus 10, SMIC plus 15%. Si vous voulez évoluer dans votre rémunération, il faut aller vers des métiers dont la valeur économique est plus importante. Et pour ça, nous, on est prêts à vous accompagner. C'est ce qu'on appelle l'entreprise des possibles. On accompagne tous nos collaborateurs pour qu'ils développent leur potentiel professionnel. Et de façon extrêmement concrète, aujourd'hui, on a plus de 40% de nos postes qui sont pourvus par la promotion interne. Et on a une vingtaine de responsables d'agence qui managent en moyenne 80 personnes, qui sont des anciens intervenants, qui ont évolué. Quand on emmène des gens qui étaient infra-bac, on les emmène du bac plus 5, on les fait passer. Et ça, c'est... voilà. Et là, on se dit, on a réussi à faire quelque chose parce qu'on a réussi à avoir un impact positif dans la société, un impact positif sur la vie des gens. Du coup, c'est une magnifique transition sur ma dernière question, sur le concept de société entrepreneuriale, où on veut donner les opportunités au maximum de personnes à entreprendre, parce qu'on croit qu'il y a une forme de solution là-dedans. Là, tu as donné un exemple en tant qu'entrepreneur de créer des filières, des parcours, des accompagnements pour leur permettre. Est-ce que tu verrais d'autres éléments dont la société a besoin pour encourager cet esprit-là ? J'ai beaucoup réfléchi sur justement comment est-ce qu'on peut libérer les énergies et permettre à des gens de grandir et de développer leurs propres projets et de eux aussi changer le monde. Et on est arrivé au sein de la commission sociale emploi que je préside chez Croissance Plus sur ce projet d'intrapreneuriat. Et l'intrapreneuriat, tout le monde connaît la phase où beaucoup de gens connaissent la partie intrapreneuriat où c'est au sein d'une entreprise, on donne l'opportunité à des collaborateurs de développer leurs propres projets. Ça, c'est relativement connu. Relativement connu. Mais en fait, je suis parti du constat qu'il y avait 60% des Français qui disent « j'ai un projet d'entreprise ». 60%. Et il y en a à peine 10% qui passent à l'acte. Pourquoi ? Pourquoi vous ne passez pas souvent à l'acte ? Pourquoi est-ce que les Français ne passent pas à l'acte ? La raison numéro 1, c'est que pour créer une entreprise, non seulement il faut prendre beaucoup de risques, donc il faut avoir un mindset de risque, mais aussi vous devez maîtriser un ensemble de sujets. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'homme orchestre. Vous devez connaître ou gérer de l'administratif et de la comptabilité, vous devez avoir un peu de droit, vous devez avoir un peu de RH, vous devez avoir un peu de marketing, vous devez avoir un peu de commercial, vous devez, etc., un peu de technique, etc. C'est super compliqué. Qui est capable d'avoir cette vision 360 que nécessite aujourd'hui le fait d'être entrepreneur? Qui? Personne. Ou quasiment personne. Et donc, soit il faut être inconscient, et on est là en se disant, bon, soit il faut partir à plein. D'ailleurs, c'est pour ça que on était parti à 3. Parce qu'il y avait un techno, un commercial et un couteau suisse. Soit, vous pouvez le faire dans le cadre de ce qu'on a appelé l'intrapreneuriat. Et l'intrapreneuriat, c'est se dire, j'ai une idée. Mais au lieu de la réaliser seule, dans mon coin, dans mon entreprise, je vais la réaliser au sein d'une autre entreprise. Pour bénéficier de la structure? Pour bénéficier de la structure. Pour bénéficier de la structure, de l'accompagnement. Et je vais proposer mon idée, mon projet à l'entreprise. Exemple. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 46 ans, je suis élagueur, et l'entreprise d'élagage dans laquelle je bossais vient de faire faillite. Et je vais aller voir une entreprise de paysagisme, et je leur dis, voilà, moi je suis un super élagueur, je vous propose de créer une branche d'élagage. En plus, voilà, donc je vous propose de créer une branche élagage dans votre boîte de paysagisme. Et puis, on se donne 2 ans pour que ça marche. Si à l'issue des 2 ans, ça marche, super, tout le monde est content et on continue à développer le truc et mon emploi devient pérenne au sein de l'entreprise.
et voilà les modalités de fonctionnement, et voilà comment on peut fonctionner tous ensemble. Soit ça ne marche pas, et puis on se quitte bons amis. C'est Soufiane, 24 ans, qui a fait un management, qui a fait un BTS MUC, management des unités commerciales, qui a travaillé dans une boîte d'intérim dans le cadre de ses études, et qui habite la cité des Terterets, et qui vous dit, ben voilà, moi je pense que je peux créer mon agence d'intérim au cœur de la cité des Terterets, parce que moi je connais tous les gars des Terterets, moi je suis un mec de la cité, donc on ne va pas venir brûler mon agence, on va pouvoir proposer du taf aux mecs de la cité, et je vous propose de créer ça. Si ça marche, tant mieux, j'ai créé mon emploi, si ça ne marche pas, eh ben, on se quitte bons amis. C'est Caroline, 62 ans, qui a été DIRCOM des plus grandes boîtes du CAC, et qui se dit, bon bah ok, maintenant je suis sur le carreau, je fais quoi? Je crée ma propre boîte, enfin 62 ans, j'ai peut-être pas forcément envie de créer ma boîte, et puis de toute façon je sais que ça sera assez rapidement. Donc je vais rejoindre une boîte de com en leur proposant de développer ce qui était ma spécificité, c'est-à-dire les relations publiques. Et à chaque fois dans ce modèle-là, la personne, est-ce qu'elle est dans une vraie mode d'entrepreneuriat, c'est-à-dire en gros, j'ai pas de salaire, je bénéficie, mais je suis comme un entrepreneur, sauf que je bénéficie l'ensemble, ou c'est un genre de salariat? Je deviens salarié. Il peut tout y avoir. Il peut y avoir tout. C'est-à-dire que tout est ouvert. Okay. Mais il peut y avoir je viens, je propose mon emploi. Et c'est ça où, en fait, où on prend son destin entre ses mains. Ce n'est pas uniquement à l'entreprise de proposer un emploi et de proposer un projet. Parce qu'aujourd'hui, 100% des offres d'emploi, 100% émanent de l'entreprise. Ah, il n'y a pas un entrepreneur, il n'y a pas une personne qui dit, ben voilà, moi je vous propose de faire ça. Quelle est l'entreprise? Il y a une émission sur M6 sur qui veut devenir mon associé. Et bien c'est pareil. Qui veut créer avec moi mon projet? Je comprends le switch. Génial. Tu vois, voilà, comment est-ce que tu fais pour devenir une société entrepreneuriale? Eh bien, tu libères les énergies et tu dis à tout le monde, vous avez un projet. Vous êtes 60% de Français à vouloir entreprendre. Vous êtes 60% à vouloir entreprendre. Allez-y, entreprenez. Et proposez votre projet et proposez-le à une entreprise qui va prendre votre projet et vous allez créer votre société d'élaga. Vous allez créer votre société de relations publiques. Vous allez créer votre société d'intérim au sein d'une entreprise qui existe déjà. Et moi, je vois en tant que patron, si j'avais quelqu'un qui venait, en fait, je trouve l'idée géniale. C'est en gros, je le salarie, par exemple, je lui dis, bon, ok, vas-y, on va développer le studio vidéo. Toi, on ne fait pas de la vidéo, donc tu vas le faire. Mais lui, il va se dire, ouais, mais j'ai tout à fait, c'est moi qui fais le travail, je veux des parts. Ouais, mais on n'a pas créé de structure. Enfin, je vois toutes les emmerdes. Mais t'as plein de solutions. Mais voilà. Justement, tu as plein de solutions. Par exemple, toi, tu es basé à Paris? Paris et Bordeaux. Ok. Tu as un mec qui dit, moi, j'ai développé Nice. Ouais. Moi, j'ai envie d'habiter à Nice. Tu as un de tes gars, là, on va dire, tu as Sullivan qui dit, moi, je vais développer le truc de Nice. J'ai été à Opio avec Croissance Plus, j'ai kiffé la région. Je vais développer un bureau à Nice. Ouais. Et donc, on se fait un établissement secondaire. Ouais. Okay. Et si ça marche, donc au départ, je suis salarié, on se donne 6 mois pour développer, et moi je vais développer ma clientèle sur Nice. Et cet établissement secondaire, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, si ça fonctionne, eh ben, on en fait peut-être demain une société à part dans laquelle j'aurai 40% des parts ou 50% des parts, ou je ne sais pas quoi. Vous vous mettez d'accord sur le truc. Et vous vous mettez d'accord, vous définissez un projet ensemble. Et vous dites, OK, on se donne quoi comme étape? On se donne quoi comme étape à 3 mois? On se donne quoi comme étape à 8 mois, à 9 mois? On se donne quoi comme étape à 2 ans? Et si les steps ils sont atteints, si les objectifs ils sont atteints, OK, on continue. On débloque. Si les objectifs ne sont pas atteints, on arrête. Et on arrête bons amis parce que de toute façon, c'est donner ensemble un objectif commun. L'entreprise, elle a pris son pari, elle a pris son risque, elle a investi dans le projet de Sullivan qui était de se dire, eh ben moi, je veux ouvrir une antenne à Nice. Et je veux développer cette antenne à Nice. Et je pense qu'il y a du business à faire à Nice et sur la Côte d'Azur. Et je vais te démontrer que j'y arrive. Et je vais l'appeler Nice Soul. Soul. Génial. Voilà, je vais te lancer mon truc à Nice. Et toi, tu dis, bah, OK, c'est quoi mon risque? Mon risque, c'est de payer pendant 3 mois Sullivan et qu'il y ait 0 résultat. Ou 6 mois, parce que tu dis, quel est Ah, ça, c'est mon risque. Et si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, on s'arrêtera et voilà, bons amis. Et soit je lui dis, Sullivan, tu reviens sur Paris ou sur Bordeaux, ou tu restes, ou on ne sait pas. Si tu veux vraiment rester à Nice, on n'a pas trop le choix.
Ou alors, si ça fonctionne, tant mieux. Et donc, tu continues le parcours que vous êtes fixé ensemble. C'est génial. En fait, ce que tu dis là, c'est hyper concret. Ça ne demande pas beaucoup de... ça ne demande rien, c'est juste un changement de mindset. Switch, c'est dire, en fait, tu veux te lancer, trouve la boîte qui sera ton partenaire, en fait. Absolument. Et tu vois, moi, je l'ai déjà fait 2 fois au sein du groupe. Ah ouais. J'ai fait plusieurs fois au sein du groupe des collaborateurs qui ont créé leur propre emploi, qui ont créé leur propre projet. Par exemple, la directrice de la com, qui d'ailleurs est ici au Spring, Constance, elle m'a dit à un moment, tiens, voilà, j'ai une idée sur... Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont en EHPAD, des personnes âgées qui sont dans des EHPAD et qui pourraient ne pas y aller. Mais en fait, elles n'ont pas l'accompagnement familial ou local pour aménager leur domicile, coordonner l'ensemble des acteurs qui pourraient leur permettre de rester à domicile. Et quand, je ne sais pas où habitent tes parents, et, en moyenne, aujourd'hui, on habite à 294 km. Ils habitent Nice et moi Bordeaux, donc oui. Voilà, tu vois, ils habitent Nice. Si tu devais être présent pour aménager, parce qu'il faut réaménager toute la maison, faire passer plein d'entrepreneurs pour adapter le logement, il faut mettre des gérants technologie, il faut coordonner le kiné, l'aide à domicile, l'ergo, etc., etc. Tu ne peux pas le faire. Ah ouais. Pas en habitant à Bordeaux. Et donc, la seule solution, c'est... il n'y a pas d'autre solution que d'aller, compte tenu des pertes cognitives que vous avez, il n'y a pas d'autre solution que d'aller en EHPAD. Mais, donc, elle s'est dit, il y a une possibilité, si on offre ce service de coordination, d'accompagnement complet, de structuration, etc., etc., etc. Et donc, elle a créé Autonomia. Ok. Donc, elle est venue me présenter le projet. J'ai dit, OK, banco, on y va. On crée le projet Autonomia. On va créer des conseillers grand âge. Un nouveau métier qui est conseiller grand âge. On accompagne des personnes pour remplacer, etc. Et donc, elle l'a créé. Et donc là, ça a été créé et aujourd'hui, on est à 8 ou 9 conseillers grand âge. Génial. Et on va développer ça comme ça. C'est incroyable. Donc c'est entreprise, intrapreneuriat, par quelqu'un qui était dans l'entreprise, qui était directrice de la com et qui a décidé, OK, je fais ça. Mais à l'inverse, des gens extérieurs, tu vois, par exemple, j'ai plusieurs cas, et dont notamment Johan et Blake, qui sont venus me voir. Je les connaissais avec... on parlait de projets, de différents projets. Ils avaient différents projets. Ils venaient me voir en tant qu'entrepreneur. Leur précédente boîte venait de se planter. Et ils venaient me voir pour discuter de différents projets et avoir mon feedback. Et parmi leurs projets, il y en avait un qui était un projet de créer un nouveau modèle d'entreprise de travaux et de rénovation qui marierait le meilleur de la technologie et du digital et le meilleur de l'artisanat. Okay. Et je leur dis, les gars, plutôt que de créer ça, je ne sais pas où, venez le créer dans le groupe. On va créer O2 Travaux. On a créé O2 Travaux ensemble. Ah ouais. Et alors, bon, alors on dépasse le temps, mais tu dis un truc hyper intéressant, c'est comment, concrètement, ce changement de mentalité, on peut l'emmener en France. C'est-à-dire, en gros, ce serait quoi qu'il faudrait mettre en place? Est-ce que c'est du côté des entrepreneurs, c'est du côté des gens qui veulent se lancer? Comment on fait? Je pense que c'est très simple, c'est juste de la com, c'est juste expliquer les choses. Ouais. C'est-à-dire que... C'est un plan en fait, on est dans des com, mindsets comme ça. La plupart... Enfin, on a tous des cadres mentaux, et il faut juste faire sauter les cadres mentaux. Une matinée, ça commence à quelle heure? 9h. 9h, ouais. Un après-midi, ça commence à quelle heure? 14h. Ok, voilà. Toi, tu as un cadre mental. Ouais. Et c'est un cadre mental qui, au passage, dans mon métier, est super pénible. Parce que quand je te parlais d'optimiser le planning, pour optimiser un planning, il faut peut-être que je commence à 8h10 ou 8h15. Mais sauf que les gens, ils ont 8h. 9h. Ah, l'après-midi, il faudrait peut-être que je commence à 13h15. Parce que si je commence à 13h15, la personne qui dit, moi, je dois impérativement aller chercher mes enfants à 16h30, si je la fais commencer à 14h, je peux lui mettre que 2 heures de prestation. Si je la fais commencer à 13h15, je peux lui en mettre 3. Et je rajoute 50% d'activité en plus, 50% d'amélioration en plus. Okay, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que... Et donc, en fait, il s'agit juste de dire aux gens, n'attendez pas uniquement que ce soit les entreprises qui vous proposent un taf. Proposez-leur aussi. Allez les voir pour proposer des projets. C'est génial. Tu vois, et en fait, c'est super simple. On libère les énergies. Comment? Juste en diffusant cette idée. Et en disant, allez-y. Vous avez une idée, vous avez un projet d'entreprise, vous êtes 60% de Français à nous dire « je veux entreprendre ». Allez-y. Vous voyez que c'est super compliqué de le faire tout seul, eh bien allez voir une entreprise. Servez-vous du soutien d'entreprise pour créer votre projet.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Puis tu parles à un communicant, donc je vois bien, pour avoir fait pas mal de campagnes nationales, je vois bien le genre de truc à faire. C'est excellent. Merci beaucoup. Je t'en prie.